La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les relations civilo-militaires au Togo, quel est leur état et quelles sont les stratégies et mesures mises en place pour leur renforcement? Vous le découvrirez dans cette édition. Et puis le Togo se prépare à lancer son opération de vaccination contre le Covid-19. Une initiative qui est diversement appréciée. Qu'en pensent les étudiants togolais? Vous les écouterez donc dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, un projet de décret et écouté 7 communications. Le compte rendu du Conseil avec le ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada. Du Conseil des ministres du 17 février 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour à la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, un projet de décret et écouté 7 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de règlement 2018 et l'avant-projet de loi de règlement 2019 afin de rendre compte de l'exécution respectivement de la loi numéro 2017-014 du 27 décembre 2017 portant loi de finances gestion 2018 et de la loi numéro 2018-020 du 20 novembre 2018 portant loi de finances gestion 2019. Ces projets de loi, qui sont des exercices de transparence et de redevabilité, font ressortir des résultats excédentaires pour 2018 et 2019. Ils traduisent les performances économiques remarquables de notre pays, malgré un contexte marqué notamment en 2018 par une crise socio-politique. Le Conseil a attiré l'attention des membres du gouvernement sur une implication plus forte afin d'améliorer les performances en matière d'efficience dans l'exécution des budgets d'investissement. À cet effet, le Conseil a écouté une communication relative au programme d'investissement public, PIP 2022-2024, présenté par le ministère auprès de la présidence de la République, de la planification, du développement et de la coopération. Face au constat des faiblesses rencontrées dans l'exécution des investissements, il est proposé un renforcement du processus d'élaboration du PIP afin qu'il prenne en compte de manière exhaustive la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant sur la numérisation des moyens de paiement au sein de l'administration qui est pris en application de la loi relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux. Il vise à promouvoir l'utilisation des moyens électroniques de paiement au sein de l'administration, la bancarisation, l'inclusion financière, la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au titre des communications, le Conseil a examiné une communication relative aux avant-projets de décret portant sur l'alimentation scolaire au Togo, présentée par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Lancé depuis 2008, le programme d'alimentation scolaire a fourni plus de 76 millions de repas pour un coût global de près de 22 milliards. Ce programme permet de réduire la faim et la malnutrition infantile tout en encourageant les ménages les plus vulnérables à envoyer leurs enfants à l'école et à les y maintenir. Il contribue ainsi à l'amélioration du taux de scolarisation
et au développement de l'économie locale. Afin d'amplifier l'impact de ce programme, l'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2020-007 du 26 juin 2020 relative à l'alimentation scolaire. La communication présente un premier bilan et les textes visant à opérationnaliser les évolutions contenues dans cette loi, notamment les modalités d'approvisionnement et de stockage des produits destinés à l'alimentation scolaire au Togo. Le Conseil a examiné une deuxième communication relative à l'occupation anarchique et illégale du littoral togolais, présentée par le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Cette communication fait suite à l'adoption en Conseil des ministres de la loi portant aménagement du littoral. Constatant l'occupation anarchique et illégale du littoral, le gouvernement a initié des travaux devant conduire à l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement du littoral afin de faciliter une occupation rationnelle du littoral tout en préservant la sécurité et l'environnement. Le chef de l'État a instruit le ministre en vue d'une accélération des travaux du schéma directeur, une sécurisation du littoral et une sensibilisation des occupants tout en préparant le processus de déguerpissement conformément au communiqué du gouvernement en date du 30 août 2020. Le Conseil a suivi une troisième communication relative au plan de sécurisation de la fourniture de l'énergie au Togo, en particulier durant les périodes de forte consommation, notamment lors des fêtes de fin d'année. La communication a été présentée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. En vue d'assurer la qualité et la continuité de fourniture de l'énergie électrique au Togo, un plan de sécurisation a été mis en place. Il permet de prendre des dispositions rapides pour combler le déficit en énergie entre la capacité disponible sur le territoire national et la demande en période de pointe. À terme, la mise en œuvre des différents projets de production, notamment les centrales Kekeli et celles de Blita, contribuera à assurer l'indépendance en énergie électrique de notre pays. S'en est suivi une communication relative à la réalisation d'une campagne géophysique aéroportée au Togo, présentée par le ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de l'énergie et des mines. Cette campagne, initiée avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de développement et de gouvernance minière, permettra d'évaluer et certifier les zones de potentialité minière du sous-sol national et de doter le Togo de données géoscientifiques. À l'issue de cette campagne, le Togo sera davantage attractif sur le marché international afin d'attirer des investisseurs dans le secteur minier. Le Conseil a écouté une communication portant sur la phase pilote de la cartographie des infrastructures socio-économiques du Togo, présentée par le ministre délégué en charge du développement des territoires. Pour que cette cartographie devienne l'outil de planification du déploiement des infrastructures socio-économiques sur tout le territoire national, une phase pilote a porté sur une dizaine de cantons. Le Conseil est sollicité pour approuver une extension de cette cartographie à l'échelle nationale. Le Conseil a également examiné une communication relative à la situation de la Société nationale des éditions du Togo, Editogo, présentée par le ministre de la Communication et des Médias. Tenant compte de la mutation dans le monde de l'édition, il est proposé un audit stratégie et organisationnel de la société en vue de sa restructuration. Au titre des divers, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins a fait un compte-rendu sur la situation de la pandémie à la Covid-19. Il a ensuite porté à la connaissance du Conseil que notre pays recevrait ses premières doses dans le courant de la semaine prochaine. Le dispositif de la campagne de vaccination est déjà mis en place à cet effet.
Parlant de la résurgence d'un foyer de l'épidémie d'Ebola en Guinée, il a annoncé la réactivation du dispositif de lutte contre cette maladie. Fait à Lomé le 17 février 2021, le Conseil des ministres. Il est prévu le déguerpissement des occupants du littoral togolais dans le cadre de l'adoption d'un schéma directeur. Quelles sont les mesures d'accompagnement du gouvernement pour les occupants une fois délocalisés? Eh bien, le ministre de la Communication a répondu à cette question lors du point de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. En voici un extrait. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'un certain nombre de nos concitoyens est installé de façon anarchique et illégale sur le littoral. Et la vue de notre littoral n'est pas belle, il faut se le dire. Les impacts environnementaux négatifs sont très importants, il faut le dire aussi. Le gouvernement a pris le parti de reprendre la main sur le littoral. Alors ce n'est pas une initiative isolée, c'est une initiative qui est d'abord régionale, avant d'être nationale et qui va être déployée au plan communal. Aujourd'hui, certains sont installés, vraiment un nombre infime, avec des titres, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation en bonne et due forme. Mais en réalité, cette autorisation est illégale. Parce que, par exemple, pour obtenir ce type d'autorisation en respectant l'article 18 du Code de la marine marchande du Togo, il faut non seulement un quitus ou une autorisation du ministre en charge des affaires maritimes, mais sur avis d'au moins 5 ministères. Le tourisme, l'environnement, la défense, l'administration territoriale par exemple. Et ceux qui ont ces autorisations aujourd'hui n'ont pas ce sésame-là. Et il y en a qui sont installés de façon complètement illégale, c'est-à-dire que leur installation ne repose sur aucun titre. Le processus de déguerpissement qui est proposé en lien avec l'établissement du schéma directeur d'aménagement du littoral va dans un premier temps identifier ceux qui sont présents sur le littoral. Il y en a au total 292 identifiés. Et en fonction de la catégorie de chacun, il va y avoir des discussions pour identifier les mesures d'accompagnement idoines ou propices à chaque situation. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement globales, mais ce sont des mesures d'accompagnement discutées en B2B pour régler les difficultés. Et vous suivrez l'intégralité de ce point de presse qui a suivi donc le Conseil des ministres de ce mercredi à la fin de cette édition. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a reçu également en audience ce mercredi l'ambassadeur du Sri Lanka, M. Kanna Kadanathan, était à la tête d'une délégation d'investisseurs indiens qui comptent bien investir dans le domaine de l'agriculture, l'énergie et bien d'autres secteurs au Togo. À travers cette démarche, il est aussi question de favoriser la création d'emplois dans le pays. Nous écoutons le diplomate sri-lankais au micro de Ramdan Bassina. L'objectif de notre visite est de discuter de la relation bilatérale entre le Sri Lanka et le Togo. Le nouveau gouvernement du Sri Lanka fait du continent africain sa priorité. Et nous avons discuté de l'investissement avec son Excellence, le président de la République, en faisant venir de l'Inde certains investisseurs qui ont une expertise dans le domaine agricole, médical et dans le secteur de l'énergie. Donc, ils vont investir dans ces différents secteurs, ils vont s'implanter et développer l'agriculture afin de l'exporter tout en employant et formant la main-d'œuvre locale. Bien évidemment, nous pensons que le Togo est un bon pays qui a opéré un certain nombre de réformes afin de favoriser le climat des affaires. Nous vous annoncions la bonne nouvelle. Selon le Fonds monétaire international FMI, l'économie du Togo s'en sort plutôt bien malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Les explications dans ce dossier signé Luc Assis. Dans un contexte mondial marqué par la crise sanitaire, l'économie togolaise a vécu des moments de turbulence avant de retrouver sa stabilité.
Depuis le 6 mars où le premier cas a été détecté au Togo, au mois de juin 2020, des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement pour circonscrire la pandémie et endiguer sa propagation. Des mesures qui n'ont pas épargné l'économie nationale. Elle a été durement éprouvée. Grâce aux mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement, elle s'est refaite une nouvelle santé et a développé une résilience face aux effets néfastes de la maladie. L'économie a eu un creux entre mars et juin, vraiment un creux, un ralentissement, une croissance négative. Mais à partir de juin, on est rentré en territoire positif en termes de croissance, l'économie a repris et c'est assez soutenu. Donc, lorsqu'on mettra l'image ensemble de mars à maintenant, on va dire que l'économie a été résiliente. C'est vraiment le fait qu'on veut souligner. L'économie togolaise a été résiliente par rapport aux effets dévastateurs de la Covid-19. Résiliente pour plusieurs raisons, notamment déjà la structure économique du pays, qui est à moitié extravertie, mais aussi qui a des leviers intérieurs qui dépendent de la région. Et aussi du fait de la commande publique qui a repris le relais du retrait de certaines activités économiques. Donc on voit les projets de grands investissements, des projets de dépenses publiques qui permettent au gouvernement de maintenir aussi l'économie à flot. Les recettes ont été affectées, ce qui est normal parce que l'économie est en baisse de forme. Et notamment aussi, on voit que l'État a pu être très actif sur le marché financier pour soutenir les investissements. Et lorsqu'on regarde les levées de fonds au niveau du marché régional, c'est très important. Donc c'est ce qu'on peut dire, une reprise après un creux de 3 mois, on a repris à partir de juin, sur les 6 derniers mois, un régime assez soutenu. Et à l'étape actuelle, on peut conclure que l'économie togolaise a été résiliente. Dans la recherche de moyens pour une lutte efficace contre la pandémie et une relance de l'économie, le pays a été très actif sur le marché financier régional. Pas plus tard qu'en janvier dernier, le Togo a levé 88 milliards de francs CFA. Même si ces opérations ont un impact sur la dette publique du pays, elles restent toujours inférieures aux normes de l'UEMOA grâce au rebasage effectué l'an dernier. Le rebasage du PIB a fait que la dette publique a baissé mécaniquement. Mais le plus important de la dette publique, ce n'est pas son niveau, c'est la capacité à rembourser la dette publique. Actuellement, lorsqu'on regarde, du fait que la Covid-19 a affecté un peu les recettes, affecté dans le sens que l'économie est en difficulté, ce n'est pas le même niveau de collecte qu'avant à cause de la Covid-19, il va sans dire que la capacité à rembourser la dette, qui est une métrique un peu imaginaire, baisse. C'est-à-dire que le poids du service public dans la recette, si la recette baisse, si le dénominateur baisse, tout le ratio baisse. Donc la Covid-19 joue un peu sur la vulnérabilité des finances publiques, mais là où c'est solide, c'est que le niveau est en deçà avec le rebasage des 70%. Ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est le travail à réduire le coût de l'endettement et à réduire le poids du service de la dette dans la recette. Le défi reste à maintenir la résilience dont fait preuve actuellement l'économie nationale. Ceci afin de mobiliser davantage de moyens pour la réalisation des projets et programmes mis en branle par le gouvernement à l'heure où une deuxième vague de la pandémie s'annonce. Les établissements scolaires togolais seraient-ils de nouveaux clusters du virus à Couronne? C'est la question qui demeure après que plusieurs élèves et enseignants aient été touchés par la maladie et 2 écoles déjà fermées. La situation a été présentée ce mercredi à la presse par la Coordination nationale de riposte. C'était lors de son hebdomadaire point de presse de mercredi. Le compte rendu avec Dodo Waré. Les élèves du collège-lycée d'Assomption de Sokodé vont devoir rester à la maison pour quelques temps. L'établissement est fermé pour cause de contamination au Covid-19. 26 élèves et 3 enseignants sont testés positifs. La coordination suit la situation de près pour prendre d'autres mesures si nécessaire. Il y a baisse de respect des mesures barrières dans les écoles. Et dès qu'un contracte le virus, les autres les attrapent beaucoup plus facilement. Il y a une évolution grandissante du nombre de cas. La semaine dernière, nous avons eu 21 cas et cette semaine, 53 cas, dont 26 cas dans un même lycée. Donc le lycée a été automatiquement
fermés. Actuellement, le bilan est en train d'être fait par rapport au nombre de cas contacts. Et nous allons observer l'évolution des cas la semaine qui va suivre avant d'adapter encore d'autres mesures au niveau de la préfecture pour éviter que les cas se multiplient. Dans chaque lycée, il doit avoir un point focal, une équipe Covid qui veille au respect des mesures barrières. La FOSAP a fait son travail, les forces de défense de sécurité ont fait leur travail. Il faut que les gens s'auto-surveillent. Donc, c'est dire que dans les lycées, dans les collèges, dans toutes les écoles, il faut que les équipes anti-Covid se réveillent, les points focaux fassent leur travail dans leur secteur pour le respect des mesures barrières, mais aussi pour le respect des mesures restrictives. La semaine dernière, c'est le lycée français qui fermait ses portes. 2 semaines avant, le lycée de Bomboaka et de Tandouaré étaient soumis aux mêmes mesures. L'espoir du pays repose sur les vaccins et l'État est en train de peaufiner sa stratégie vaccinale pour amener toute la population à y adhérer. Ce vaccin est devenu comme de l'or rare, où tout le pays s'accroche pour chercher. Et dans nos pays, nos premiers responsables se battent pour avoir au moins quelques doses, commencer par faire chez nous avant que d'autres doses n'arrivent. Et paradoxalement, il y a des informations qui circulent sur ces vaccins. Nous sommes devant une situation où le monde se vaccine, nous n'allons pas nous dérober. Et aussi, nous sommes des scientifiques. Quand ce vaccin va arriver, c'est le personnel de santé qui sera vacciné en premier. Et le personnel de santé qui se fait vacciner, qui connaît ce que c'est que le vaccin et qui se fait vacciner, je pense que ça sera un message fort pour le reste de la population. La seule chose qu'on peut dire à la population, c'est que l'État est en train de travailler pour choisir le meilleur vaccin pour la population, pour la protection de la santé publique. Je sais que tout le monde comprendra que le vaccin sera notre point fort pour nous sauver contre cette pandémie. L'on note une légère baisse des contaminations cette semaine. 377 cas contre 409 la semaine dernière. La coordination appelle tous et chacun à l'autodiscipline et surtout à discerner les vraies informations des fausses en ce qui concerne les vaccins. Et face à la situation, le vaccin reste le moyen le plus sûr pour réduire la contamination. En attendant le début de l'opération de vaccination au Togo, les étudiants de l'université de Lomé se prononcent sur la question. Ils sont au micro de Yasmine Kodia. Alors que le gouvernement s'apprête à lancer la campagne vaccinale contre le Covid-19, l'inquiétude gagne de plus en plus du terrain. Même au sein de la communauté universitaire, l'on ne paraît pas prêt pour le vaccin anti-Covid-19. Ce que le gouvernement fait pour le vaccin, pour la protection de la population, bon, c'est une bonne chose. Le vaccin, c'est bon, mais moi je me demande si ça n'a pas d'effet secondaire sur la population. Je peux l'accepter de prendre dans le cas où on n'a qu'à tester ça sur d'autres individus pour voir si ça n'a pas d'effet secondaire. Là, je peux prendre ça. Moi, je ne pense pas faire le vaccin là parce que je ne sais pas après les séquelles que ça va causer. Donc, je ne suis pas pour. Je n'ai pas confiance à ça. On va pratiquer seulement les mesures barrières et puis je crois que c'est bon. Moi, personnellement, je ne vais pas accepter si ça a des effets secondaires. Mais si ça n'a pas d'effet secondaire, là, je peux l'accepter. S'il y a déjà un vaccin pour le coronavirus, c'est une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle d'ailleurs. Et ça nous permettra sûrement de vivre mieux que l'année dernière. Cependant, quelques questions devraient être posées. Si par exemple, on amène le vaccin et je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter mon masque? Puis-je embrasser ma mère si je le vois dans la rue? Puis-je aller m'amuser avec mes amis? Si la réponse à ces questions est toujours non, alors je ne trouve pas l'utilité de me faire vacciner.
Mais pourquoi tant d'inquiétudes à propos du vaccin censé nous mettre à l'abri de la pandémie? L'on évoque la crainte d'éventuels effets secondaires. Je suis déjà partante pour le vaccin anti-Covid qu'on veut faire au Togo, puisque le mal, c'est un mal vraiment réel. Et puis, il faudrait qu'on le prévienne pour éviter de le transmettre aux autres. Ce vaccin cause beaucoup de polémiques. On se demande si est-ce que ça serait bien ou bien on veut nous injecter indirectement le virus. Mais bon, si le gouvernement prend la décision de pouvoir nous le faire, ils ne vont pas nous injecter quelque chose qui nous fera du mal. On voit comment le coronavirus a causé beaucoup de dégâts dans les pays occidentaux. Et donc, si on veut prévenir ça au Togo, je pense qu'on devait être pour cette motion-là. On devait accepter ce vaccin parce qu'on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Actuellement, on fait le cours en ligne et aussi il y a problème de connexion. On n'arrive pas à avoir accès au cours. Il y a problème de connexion. Donc, c'est une fierté pour nous, les étudiants à UL, qu'on va amener le vaccin contre le Covid-19. Et on sait que désormais, on va recommencer les cours présentiels. Il y a plus de 4 vaccins utilisés à travers le monde. AstraZeneca, au cœur de la controverse, vient d'être homologué par l'OMS. Et avec les nouveaux variants du coronavirus, la vaccination se révèle de plus en plus salvatrice. Le vaccin comme moyen de lutte contre le Covid-19, le responsable du CHR Lomé Commune, centre de prise en charge des malades du Covid-19, l'a encore martelé sur le plateau de l'émission Au cœur de la nation. Je vous propose d'écouter une fois encore professeur Majesté Iou Watiba. Covid tue, malgré tout. Quel que soit où on se trouve, qu'on soit africain ou européen, ça tue. Nous devons nous approprier tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné sur les médias, nous devons nous les approprier pour vraiment mettre fin à cette histoire-là. Covid, ce n'est pas compliqué. Covid n'est pas compliqué. Et Covid, c'est une maladie relationnelle. Vous touchez quelque chose, vous déposez le virus, un autre vient le ramasser. Il faut juste éviter de toucher n'importe quoi et aussi de toucher quelque chose et ne pas se laver la main et se couvrir le nez avec le masque et observer la distanciation physique. Si tous les Togolais adoptaient véritablement les mesures barrières, nous pouvons sérieusement contenir le mal. Au début, c'est ce que nous avions fait quand nous avions eu peur de la maladie. Avec les images qui ont été diffusées sur les pays occidentaux, latino-américains, où on creusait les tombes vraiment à longueur de journée et qu'on a eu peur. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas. Maintenant que la maladie semble banale et que sur les télévisions, on montre autre chose que Covid qui tue, alors que c'est maintenant, il est plus méchant actuellement qu'il est. Ça fait que les gens se sont dit, oh, la vie a repris normalement, etc., etc. Donc faisons attention, Covid est une maladie qui tue. Covid, quand elle met le cap sur toi et qu'elle décide de t'achever, eh bien, toutes les thérapies peuvent se mettre au rendez-vous. Vous ne vous en sortirez pas. Donc, faisons attention. L'inquiétude, la peur des Africains par rapport au vaccin, elle se justifie. C'est une peur qui est normale, qui est naturelle. C'est la peur de l'inconnu. Mais c'est celui qui est au volant, qui est à la commande, c'est à lui de leur donner l'assurance que vous pouvez me faire confiance. J'ai le bagage nécessaire pour que vous puissiez me faire confiance, pour que vous me confiez votre vie, pour que je vous éclaire la route. C'est le travail que nous faisons. En disant aux gens, tout le monde n'est pas médecin. Tout le monde n'est pas machin. Aujourd'hui, est-ce que moi, je sais comment on mélange le ciment pour faire une brique? Ce n'est pas mon job. Donc, dès lors que je fais confiance aux maçons, je le laisse faire. Nous demandons aux gens de laisser les médecins faire leur travail, au moins dans l'information médicale qu'on leur donne, en leur disant que c'est justifié qu'ils aient peur, mais quelque part qu'ils comprennent que des gens ont fait des études pour leur expliquer ce qu'est quoi le vaccin et quel est l'avantage des vaccins. Il y a beaucoup de polémiques sur Internet. Il y a beaucoup de fausses informations. Il y a même des intellectuels qui s'en donnent à ce rôle. Mais quelque part, il faut que nous revenions aux fondamentaux. Les vaccins, on sait comment les fabriquer. Ce n'est pas la première fois que l'humanité se prépare à des grandes séances, des grandes campagnes de vaccination. Le monde a changé. Les connaissances évoluent. Et des années viendront où les vaccins, tu es hospitalisé, en tout temps on a dit, on te fabrique ton vaccin, on te l'injecte et tu sors. Ce moment viendra. Alors qu'on ne nous dise plus qu'on a eu 40 ans pour fabriquer tel vaccin, ne comparons pas l'époque où les gens allaient à chevaux avec aujourd'hui où tu n'as pas besoin de te déplacer pour faire obtenir le même résultat. Rien n'est fait sur la Covid-19.
rien n'a même commencé. Et c'est maintenant que nous rentrons dans le jeu. Et que nous semblons fatigués pendant que les choses ne font que commencer. Alors nous avons un choix à faire. Ou bien nous voulons vivre les scènes macabres que les pays, que je ne vais pas citer ici, ont vécu ou vivent actuellement, ou alors nous disons que nous voulons rompre cette chaîne de transmission en nous battant avec le peu de moyens que nous avons. Il n'y a que deux façons de faire. Soit on est discipliné, tranquille, et on mobilise ses intentions, son intelligence, sa volonté à ensemble lutter pour atteindre un résultat, où on va dans le désordre et au milieu des ouragans, notre perte sera certaine. Je convie donc les uns et les autres à revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le respect strict des mesures barrières. Et demain, quand nous aurons les vaccins, comprenons que ce sont des mesures sûres, idoines, qui nous permettront de sortir de façon sereine de cette maladie, de cette affection, qui a des conséquences en perte en vies humaines énormes, mais aussi a des dégâts collatéraux économiques incalculables. Et à ce jour du mercredi 17 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 6007. 54 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5146. 52 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 780 et le nombre de décès est de 81. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. À la primature, ce matin, Madame le Premier ministre a reçu le jeune Togolais, l'un des 10 finalistes du concours RFI France 24 Challenge App Afrique. Le compatriote a proposé l'application dénommée Konjigbale, qui traite des problèmes de santé conformément à l'esprit du concours qui demandait aux candidats de proposer des solutions numériques innovantes dans la lutte contre les épidémies. Il a été encouragé et félicité par Madame le Premier ministre. Les précisions avec Adolphe Paka. Paul Koudam, reçu ce jour par Madame le Premier ministre et ce jeune Togolais qualifié parmi les 10 finalistes du concours RFI Challenge Afrique, initié chaque année pour trouver des solutions innovantes en Afrique par les jeunes Africains. Cette année, le thème était les solutions numériques dans la lutte contre les épidémies. Notre projet, en fait, c'est une application. Vous pouvez vous connecter sur www.konjigbale.com, créer votre compte et automatiquement, vous avez accès à la plateforme. Nous avons pris en compte toutes les réalités. Vous pouvez juste envoyer un SMS à la plateforme et vous interagissez. Et nous avons également pris en compte nos frères et sœurs analphabètes, où nous avons un canal centre d'appel en langue locale. L'application Konjigbale ou carnet de santé propose donc aux citoyens, via la digitalisation, son dossier médical à la portée de la main. Yvonne Koudam a été félicitée et encouragée par le chef du gouvernement pour son talent dans l'innovation digitale. Arrêté portant ouverture du processus de renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. La présidente de l'Assemblée nationale, vu la lettre 027 du 21 janvier 2021 portant renouvellement des membres de la CNDH, arrête. Article 1er. Il est lancé un appel à candidature pour le renouvellement des 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, dont au moins 3 femmes ayant des compétences pratiques avérées dans au moins l'un des domaines suivants: droit et justice, sciences humaines, santé, défense des droits de l'homme, protection de l'environnement. Les membres sont répartis en fonction des domaines visés à raison de droit et justice, 2 membres. Sciences humaines, 1 membre. Santé, 1 membre. Défense des droits de l'homme, 4 membres. Protection de l'environnement, 1 membre. La candidature est libre et individuelle. Les autres articles portant sur les conditions et la composition du dossier de candidature sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est chargé donc de l'application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et c'est un arrêté signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Digboli Tchegan.
Et je propose à présent de suivre l'intégralité du point de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je suis directeur du site d'information Élite d'Afrique. Alors, j'ai une question d'abord sur les avant-projets de règlement 2018 et 2019. Ma question, ça fait, en tout cas depuis longtemps, notre pays n'a plus renoué avec les excédents. Et je voudrais savoir le montant exact de ces excédents-là sur les 2 dernières années, c'est-à-dire sur l'année 2018 et 2019, les années des lois de règlement. Ensuite, au-delà de la bonne gouvernance, qu'est-ce qui explique ces performances aujourd'hui? Et dernière question sur cet aspect-là, quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour maintenir ces performances? Merci beaucoup pour votre question. Pour ce qui est des raisons qui expliquent ces excédents, il me semble qu'il faut d'abord saluer la qualité de la gestion de l'existant. Les années références ou les années de référence qui sont citées pour la loi de règlement 2018-2019, permettez-moi d'ailleurs de revenir sur ce que c'est qu'une loi de règlement. Il s'agit d'un texte législatif qui propose une reddition des comptes. À la fin d'un exercice budgétaire, il faut proposer à l'Assemblée nationale qui a validé une loi de finances en année N-1, il faut lui proposer les éléments de recettes, les éléments de dépenses, les modalités d'exécution de la loi de finances qu'elle avait votée. Donc l'exercice de la loi de règlement est celui-là. Permettre à l'Assemblée nationale, sous le contrôle de la Cour des comptes, de vérifier les niveaux d'exécution de la loi de finances. Alors ce préalable étant établi, les résultats obtenus dans les années 2018-2019 sont d'abord dus à la qualité de la gestion. La qualité de la gestion des finances publiques, l'assainissement des finances publiques proposé par le ministère de l'économie et des finances et mis en mouvement par les différents ordonnateurs délégués ont permis d'atteindre ces niveaux-là. La qualité aussi de la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, notre pays peut se targuer d'avoir augmenté sa capacité à mobiliser les ressources internes et à attirer également des ressources externes. Maintenant, au niveau de la dépense au quotidien, les différents mécanismes de contrôle de l'exécution des marchés permettent aussi de justifier ces niveaux d'excédent. La dernière, c'était quelles sont les dispositions prises pour maintenir ces performances? Alors, pour maintenir et aller plus loin au niveau des performances internes, aujourd'hui, au Conseil des ministres, on a encore parlé des programmes d'investissement public. Alors, les programmes d'investissement public sont des dispositifs qui permettent de planifier les investissements. Et en fonction de la qualité de l'investissement, vous pouvez avoir un retour sur investissement important. Mais au-delà de cela, ce sont les choix opérés par notre pays aussi qui nous permettent d'espérer améliorer les performances. Le budget qui a été voté cette année est un budget programme. Et aujourd'hui, ce type de budget est la référence en termes de qualité dans la gestion et l'exécution des finances publiques. Donc en continuant sur ce volet-là, en améliorant la planification de l'exécution du budget, il me semble que les résultats que nous avons obtenus pourront être améliorés. Je m'appelle Credo Tété du journal Le Médium. Le Conseil a écouté, vous l'avez dit, une communication sur le programme d'investissement public PIP 2022-2024 avec un certain nombre de constats. Quelles sont, disons, les faiblesses rencontrées dans l'exécution des investissements et pourquoi ces faiblesses, Monsieur le ministre? Les faiblesses notées dans l'exécution des budgets d'investissement sont d'abord relatives à un constat en termes de consommation des crédits. Lorsque vous avez un budget, vous avez une ligne investissement qui peut être une ligne interne ou une ligne tirée d'un investissement extérieur. Et ce qui nous offre deux catégories d'investissements. Des investissements, en guillemets, sur fonds propres et des investissements qui sont tirés de l'apport extérieur. Alors, sur les investissements en fonds propres, en général, pour
installer un ouvrage, par exemple, il faut passer par des marchés. Et le processus des marchés publics, aujourd'hui, a démontré un certain nombre de goulots d'étranglement qu'il faut identifier et essayer de corriger. C'est une première faiblesse. Une autre faiblesse aussi, c'est le défaut de qualité dans la planification. Lorsque vous voulez investir, vous planifiez votre investissement. Et il se peut que, pour des raisons X ou Y, ça peut être des raisons dues à la météo, par exemple, votre planification n'aille pas ou ne soit pas le plus efficient possible. C'est également une raison, ce qui impose d'avoir une meilleure planification de l'investissement pour que le budget qui est arrêté pour l'année N puisse être exécuté dans l'année N. En ce qui concerne les investissements qui peuvent être tirés des ressources extérieures, les bailleurs de fonds ou les partenaires peuvent proposer des mécanismes ou des processus qui, parfois, en rentrant, je ne vais pas dire en collision, mais en s'implémentant sur nos mécanismes de fonctionnement, peuvent entraîner là aussi des goulots d'étranglement. Donc il s'agit ainsi d'un certain nombre d'éléments comme ceux-là qui ont été relevés et auxquels des améliorations sont en train d'être apportées parce que l'objectif, c'est non seulement d'indiquer l'investissement, mais c'est aussi de le réaliser au service des populations. Mon nom c'est Michel Tchadja, je suis le directeur de publication du journal Ouara les vainqueurs. Le programme d'alimentation scolaire est lancé depuis 2008, mais vous parlez aujourd'hui des modalités d'approvisionnement et de stockage des produits destinés à l'alimentation scolaire au Togo. Je voulais voir comment ça se faisait par le passé, et puis surtout avec le consommé local qui est aujourd'hui à la mode au Togo, comment le gouvernement compte manœuvrer pour garantir la qualité et la quantité de ces produits pour les élèves. Le programme des cantines scolaires ou de l'alimentation scolaire, qui est lancé depuis 2008, on l'a dit tout à l'heure, est un programme qui a fait ses preuves. On a vu 22 milliards engagés par l'État, 76 millions de repas distribués, avec un objectif qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous savez, ce programme est assis d'abord sur la carte de la pauvreté au sein de notre pays. Et cette carte a révélé, par exemple, que certains de nos concitoyens, ou les enfants de certains de nos concitoyens, une fois scolarisés, une fois rentrés chez eux à midi, n'arrivaient plus à retourner en classe, soit parce que les parents les affectaient à des tâches domestiques, ou alors parce qu'ils devaient chercher de la nourriture, tout simplement, pour se nourrir. Alors, ce programme a eu pour premier objectif de stabiliser ces jeunes Togolais dans leur scolarité, en leur permettant, en milieu de journée, de pouvoir avoir accès à une alimentation qui est là contrôlée, justement, alimentation saine et équilibrée. Et vous voyez tout de suite l'impact que l'on peut avoir. Non seulement l'enfant est sédentarisé au sein de son établissement, mais aussi la qualité de son alimentation est surveillée, ce qui peut éviter par ailleurs des maladies. Alors, le programme a fait ses preuves. Aujourd'hui, ou l'année dernière, en 2020, un texte de loi a consacré le programme. Avant 2020, l'ANADEB était chargée de piloter le programme. Aujourd'hui, on a donné une assise législative au programme d'alimentation scolaire et cette assise législative imposait d'avoir des textes d'application pour non seulement sécuriser le cadre de l'approvisionnement, mais également le cadre de stockage. Alors, pour ce qui est de l'approvisionnement, le but, c'est d'avoir une approche intégrée. C'est de voir comment, dans une localité, l'on peut mettre les fils et les filles de la localité à contribution pour fournir les intrants afin qu'on puisse produire les aliments pour les élèves de cette localité. Donc la question de l'approvisionnement et du stockage a pour objet d'impliquer tout le monde afin que l'on puisse sécuriser l'alimentation de ces jeunes-là. Au-delà de cette sécurisation, l'ANADEB qui pilotait déjà le projet va se retrouver consacré dans ce pilotage-là avec son équipe dédiée à la qualité, comme vous le soulignez tout à l'heure, afin que les aliments qui sont
produits à ces jeunes élèves suivent une chaîne d'approvisionnement courte et que ces produits soient de qualité. Le Conseil aujourd'hui a parlé de l'adoption d'un schéma directeur du littoral. Pour adopter, en tout cas pour les travaux devant mener à l'adoption de ce schéma directeur, il y aura un déguerpissement des occupants du littoral actuellement. Quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement prévoit pour ces personnes-là qui, pour un certain nombre, pour certains vivent là-bas, pour d'autres y ont installé leurs activités économiques? Notre littoral est un bien précieux. Notre littoral est un bien précieux et depuis le début de l'année, une attention particulière est portée sur l'encadrement législatif de ce littoral-là. Un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres relativement à l'aménagement du littoral. Tout simplement parce que le littoral est fragile. Mais en même temps, il faut concilier cette fragilité avec les activités économiques qui ne manquent pas de s'installer sur ce littoral. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'un certain nombre de nos concitoyens est installé de façon anarchique et illégale sur le littoral. Et la vue de notre littoral n'est pas belle, il faut se le dire. Les impacts environnementaux négatifs sont très importants, il faut le dire aussi. Le gouvernement a pris le parti de reprendre la main sur le littoral. Alors ce n'est pas une initiative isolée, c'est une initiative qui est d'abord régionale, avant d'être nationale et qui va être déployée au plan communal. Aujourd'hui, certains sont installés, vraiment un nombre infime, avec des titres, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation en bonne et due forme. Mais en réalité, cette autorisation est illégale. Parce que, par exemple, pour obtenir ce type d'autorisation en respectant l'article 18 du Code de la marine marchande du Togo, il faut non seulement un quitus ou une autorisation du ministre en charge des affaires maritimes, mais sur avis d'au moins 5 ministères. Le tourisme, l'environnement, la défense, l'administration territoriale, par exemple. Et ceux qui ont ces autorisations aujourd'hui n'ont pas ce sésame-là. Et il y en a qui sont installés de façon complètement illégale, c'est-à-dire que leur installation ne repose sur aucun titre. Le processus de déguerpissement qui est proposé en lien avec l'établissement du schéma directeur d'aménagement du littoral va dans un premier temps identifier ceux qui sont présents sur le littoral. Il y en a au total 292 identifiés. Et en fonction de la catégorie de chacun, il va y avoir des discussions pour identifier les mesures d'accompagnement idoines ou propices à chaque situation. On a des situations qui ne sont pas les mêmes. On a des boutiques, on a des maisons d'habitation, on a des personnes qui vivent dans des abris précaires. Donc, il n'y a pas de mesures d'accompagnement globales, mais ce sont des mesures d'accompagnement discutées en B2B pour régler les difficultés. Le gouvernement ambitionne un Togo plus attractif sur le marché international afin d'attirer des investisseurs dans le secteur minier. Est-ce que, Monsieur le ministre, peut-on parler aujourd'hui de l'apport du secteur minier dans l'économie du pays? Nous sommes un tout petit pays, avec 50 km de côte, complètement étiré en longueur. Il y a, permettez le mot, il y a beaucoup de fantasmes autour de la richesse minière de notre pays. Et la communication qui a été faite aujourd'hui en Conseil des ministres vise entre autres à rétablir un certain nombre de vérités de la réalité de notre sous-sol. Aujourd'hui, pour aller peut-être rapidement, le secteur minier de notre pays contribue à hauteur de 2% du PIB national. Voilà pour les chiffres. Mais peut-être pour revenir sur le travail qui est en train d'être fait relativement à notre secteur minier. Il va y avoir ce survol, techniquement c'est un survol qui va être effectué sur notre territoire pour évaluer et certifier les zones de potentialité minière. Concrètement, cela signifie que l'on va identifier les zones potentielles
dans notre pays qui contiennent des ressources minières. Ça peut être de l'or, du bauxite, du fer, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a identifié les zones potentielles que l'on connaît les quantités. Une fois qu'on a identifié ces zones potentielles, il faudra diligenter une autre enquête pour identifier les quantités. Mais au fond, pourquoi aller vers ce travail de recherche, d'évaluation? Vous savez, lorsque un chercheur ou un investisseur arrive dans notre pays pour explorer le secteur minier, il fait ses recherches lui-même. Et lorsqu'il effectue ses recherches lui-même, il est en situation de revenir nous dire qu'il n'a rien trouvé et que le travail qu'il a fait, il l'a fait à fond perdu. Nous n'avons aucun élément pour pouvoir vérifier la véracité ou en tout cas la pertinence de ce qu'il a effectué. Alors que cette étude nous permet de dire, nous aujourd'hui dans notre pays, nous avons potentiellement tel minerai, tel autre minerai. Et de pouvoir discuter de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus structurée d'ailleurs, avec ces investisseurs sur ce qu'ils viennent rechercher en termes de minerais dans notre pays. Mais au-delà, il y a une richesse à tirer de cette étude, c'est que cette étude nous permettra entre autres d'identifier les aquifères, les nappes phréatiques qui existent dans notre pays. Et on voit tout de suite l'implication en termes d'adduction d'eau potable, de détermination de nos potentialités en eau. Sur le plan de la santé, cette étude pourrait nous permettre également d'identifier les zones qui contiennent des métaux lourds. Et en termes d'urbanisation, l'on peut conseiller aux populations de ne pas habiter dans ces zones. Pour l'agriculture aussi, on peut avoir des potentialités en termes d'identification des zones de culture en lien avec la carte de fertilité qui est en train d'être réalisée dans notre pays. Et je pense que véritablement, il s'agit d'un outil qui, à terme, nous permettra de structurer véritablement le pays. Quels sont les bénéfices escomptés au niveau des populations vivant dans les zones minières? Les bénéfices qui pourraient être escomptés doivent être envisagés a posteriori, parce qu'au fond, aujourd'hui, on est au stade de l'étude, de l'identification des zones. Les bénéfices ne pourraient commencer à être identifiables que lorsqu'une véritable exploitation va se mettre en place dans la localité. Mais n'oublions pas un élément. Les zones minières sont des zones sur notre territoire. Donc il va y avoir deux niveaux de réflexion. D'abord un niveau national, mais aussi un niveau territorial, un niveau communal, de telle sorte que les décisions en termes de répartition des bénéfices pour les populations ne peuvent être prises qu'à ce double niveau, avec une implication évidemment des dites populations. Par rapport à la société Editogo, où le gouvernement dit proposer un audit stratégique, alors qu'on sait que cette institution, ces dernières années, cette institution, ça vient marqué régulièrement par des manifestations, des grèves. Et aujourd'hui, quand le gouvernement nous parle d'audit stratégique et organisationnel, qu'est-ce qui se cache derrière en tout cas, cet audit-là, d'autant plus que les informations qui fuitent de la gestion même de certaines institutions ne sont pas du tout rassurantes. Est-ce que le gouvernement peut nous garantir que si jamais il y a un problème de malgouvernance après l'audit, est-ce que les responsables seront vraiment sanctionnés? Le gouvernement peut vous rassurer de ce qu'il ne se cache rien derrière cet audit-là. L'exercice qui est en train d'être fait est un exercice de transparence. Vous savez, Editogo, c'est 1960-1961. Et Editogo a eu une vie mouvementée. Société, établissement public à caractère industriel et commercial, ensuite société d'État et aujourd'hui société anonyme, commerciale entre autres. Et toutes ces mutations qu'Editogo a connues a évidemment impacté son développement. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que le monde de l'édition a fortement évolué.
une mutation qui est perceptible par tous, avec une intégration forte du digital. Vous avez souligné les grèves à répétition qui peuvent se produire à Edi Togo. Edi Togo est un corps social et il me semble que les grèves sont normales. Dans la vie de toute entité comme celle-là, l'on doit accepter qu'il y ait des grèves de temps en temps, des grèves fondées, respectant les règles. Et ce ne sont pas les grèves à répétition qui justifient l'audit qui va se produire à Edi Togo. C'est tout simplement une question très simple qui justifie. Est-ce qu'aujourd'hui, Edi Togo est armé pour affronter le monde de l'édition qui nous entoure? Des implications seront tirées évidemment de cet audit-là. Si Edi Togo n'est pas armé et que cette faiblesse est de l'ordre de la gouvernance, ou plutôt d'un ordre complètement structurel, le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent. Le gouvernement ne va pas commanditer un audit pour ne pas prendre les mesures qui permettront à Edi Togo d'affronter le milieu nouveau qui se dresse devant lui. Au cours de ce conseil, le gouvernement a analysé une communication où il est question de revoir les capacités opérationnelles, en tout cas d'énergie du pays pour pouvoir fournir de l'énergie dans les périodes de pointe. Mais en attendant justement que les centrales solaires de Blita ou la centrale Tekeli soient opérationnelles et qu'elles nous permettent de parvenir à l'indépendance énergétique, quelles sont les dispositions que le gouvernement prend aujourd'hui pour assurer les Togolais qui ont accès à l'électricité aujourd'hui d'avoir une fourniture sans cesse ou une fourniture sans rupture de l'électricité, même pendant les périodes de pointe. Une des ambitions fortes de la feuille de route du gouvernement est de réaliser l'autonomie énergétique de notre pays, d'arriver à 320 mégawatts pour nous assurer une certaine indépendance, voire la possibilité même d'exporter de l'énergie vers les pays voisins. Aujourd'hui, en termes de capacité énergétique, nous sommes à un niveau de 132,6 mégawatts. Nous sommes à ce niveau-là, ce qui nous donne un déficit d'autour de 91 mégawatts à aller chercher. Des mécanismes sont en place qui nous permettent d'aller récupérer de l'énergie, soit du Ghana ou du Nigeria, pour assurer une certaine stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique dans notre pays. Et il faut le dire, depuis quelques années, notre pays peut être considéré comme un exemple en termes de stabilité de la fourniture de l'énergie électrique. Donc ce travail va être poursuivi, d'ailleurs il a largement été entamé. On l'a dit, la centrale de Blita est avancée. À terme, elle est prévue pour fournir 50 MW. Celle de Kekeli est en cours également. Elle est prévue pour donner 65 MW. Tous ces éléments-là combinés nous permettront d'assurer dans un avenir proche une véritable indépendance énergétique. Je voudrais remercier le centre de formation des tisserands de Bafilo qui m'a offert cette belle tenue que je porte en conseil des ministres. Et je voudrais rendre un hommage aux pilotes de ce centre-là qui forment des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons assez tard et qui ont le soutien, qui ont déjà reçu un soutien du gouvernement, mais qui continueront à être accompagnés par le gouvernement dans le travail qu'ils réalisent au quotidien. Merci. Et pour terminer cette série de communiqués, d'abord le commissaire général de l'Office togolais des recettes, OTR, apporte à la connaissance des candidats au recrutement pour les divers postes suivants. Personnel du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement qui a fait l'objet de l'appel à candidature interne et externe du 31 décembre 2019. Agent technique à la direction des études et de la planification stratégique. Agent technique à la direction de l'informatique et des technologies de l'information qui ont également fait objet d'appel à candidature interne et externe
du 31 décembre 2019 et du 5 mai 2020 que les résultats après interview des candidats admissibles sont disponibles et peuvent être consultés sur le site internet de l'OTR www.otr.tg à partir du mercredi 17 février 2021 à 15h. À partir donc de ce jour, mercredi. Il est à noter que les candidats internes et externes admis sont invités au siège de l'Office togolais des recettes pour les formalités de prise de service suivant le calendrier ci-après. Lundi 1er mars 2021 à 7h30, tous les agents techniques admis après interview. Lundi 15 mars 2021 à 7h30, tous les agents d'appui et les agents d'appui seniors admis après interview. Le commissaire général compte sur la ponctualité de tous. Et puis la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison de quelques problèmes techniques sur des lignes de transport de l'électricité, ce mercredi 17 février 2021, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les zones de Lomé et à l'intérieur du pays. Toutes les dispositions sont en cours en vue de minimiser l'impact de ces perturbations. La direction générale de la CET présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ces communiqués donc que se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.